je ralentis. Oui. Réponse A, non. Réponse B, je serre à droite. Oui. Réponse C, non. Réponse D. Un véhicule de secours arrive en sens inverse. Il est en mission puisque ses gyrophares fonctionnent. Il semble gêné par les véhicules devant lui. Je peux peut-être faciliter sa progression en serrant à droite, puisque l'accotement est large et praticable. Pour confirmer mon intention, j'allume le clignotant droit. En me voyant faire, les usagers qui me suivent en feront peut-être autant. Mais pour cela, bien sûr, je ralentis. Réponse A et C. Fumer du cannabis n'augmente pas le risque d'accident. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Diminue le temps de réaction. Oui, réponse C. Non, réponse D. Fumer du cannabis multiplie le risque d'avoir un accident de la route par 2, et par 14 s'il est associé à de l'alcool. Le cannabis ne réduit pas le temps de réaction, ce qui serait plutôt bénéfique, au contraire, il l'allonge. Parmi les autres effets du cannabis sur le conducteur, on note l'appréciation des distances et des vitesses qui sont faussées, la réduction du champ visuel, l'imprécision des trajectoires, le manque de lucidité dans certaines situations ou des mauvaises prises de décision. Réponse B et D. Je cède le passage en face. Oui. Réponse A, non. Réponse B. Mon feu est vert, ce qui m'autorise à passer. Mais comme je tourne à gauche, je dois laisser passer les usagers arrivant en face s'ils sont autorisés à passer, s'ils ont aussi le feu vert. Comment savoir ? Ici, le feu en face est équipé d'une croix rouge, ce qui signifie que les usagers en face ont un feu rouge. Je n'ai donc pas à leur céder le passage. Mais je reste vigilant. Réponse B. Seul impliqué dans une sortie de route, mon véhicule sera indemnisé si j'ai souscrit l'option tout accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'option dommage collision. Oui, réponse C. Non, réponse D. La garantie dommage collision, facultative, couvre mon véhicule si je suis responsable de l'accident. Mais il y a une condition, il doit y avoir un tiers identifié, un autre véhicule, ou un animal dont le propriétaire peut être retrouvé par exemple. Elle ne suffit pas pour une sortie de route s'il n'y a aucun tiers en cause. Pour être indemnisé dans ce type d'accident, sans tiers identifié, je dois avoir souscrit l'option tous accidents, appelée aussi tous risques. Réponse A et D. Je peux dépasser la voiture grise. Par la droite? Oui. Réponse A, non. Réponse B, par la gauche? Oui. Réponse C, non. Réponse D. Le dépassement par la droite est généralement interdit. Il peut parfois être autorisé lorsque les fils de circulation ne vont pas dans la même direction ou lorsque la circulation est très dense, organisée en fils ininterrompus. C'est-à-dire dans un bouchon. Ce n'est pas le cas ici. Même si cette voiture semble circuler dans la voie centrale sans raison, je n'ai pas le droit de la dépasser par la droite. Je ne peux pas non plus changer de fil pour la dépasser par la gauche. Une voiture, visible dans mon rétroviseur, circule déjà dans la voie centrale. Je dois attendre. Réponse B et D. Dans la notice du constructeur, je peux trouver le type de liquide de frein à utiliser. Oui, réponse A. Non, réponse B.
La signification de tous les voyants? Oui, réponse C. Non, réponse D. La notice du constructeur de la voiture regorge d'informations utiles pour l'entretien et l'utilisation du véhicule. On y trouve par exemple la signification des voyants, le rôle et l'utilisation des différentes commandes, la pression des pneus à respecter en fonction de leur dimension, comment contrôler les niveaux, où ils se trouvent notamment, le type de fluide à utiliser dans le moteur, huile, liquide de frein, de refroidissement ou autre. Bref, tout ce qui permet de bien connaître et de bien entretenir sa voiture. Réponse A et C. Écrire un SMS en conduisant est autorisé, réponse A, toléré, réponse B, interdit, réponse C. Tenir un téléphone en main est interdit en conduisant. Il n'y a aucune tolérance. Que ce soit pour écrire un SMS, composer un numéro de téléphone, consulter ses messages ou simplement téléphoner. Je risque un retrait de points sur mon permis et une amende si je suis dans ce cas. Réponse C. La consommation de carburant dépend de l'anticipation? Oui, réponse A. Non, réponse B. De la densité du trafic? Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque la circulation est dense, il est difficile de garder une allure régulière, j'ai souvent besoin de ralentir, voire de freiner, ce qui entraîne une augmentation de la consommation de carburant. Mais si j'analyse la circulation en regardant loin devant, si j'anticipe, je peux limiter l'amplitude de ces accélérations et freinages successifs, en ralentissant plus tôt, en limitant mon accélération, ce qui limite leurs effets sur ma consommation. Réponse A et C. Je dépasse le cycliste. Oui, réponse A, non, réponse B. En dépassant ce cycliste immédiatement, je devrais me déporter sur la voie réservée aux véhicules arrivant en sens inverse. En effet, je dois laisser un intervalle latéral minimum de 1,50 m pour sa sécurité en raison d'un possible écart de sa part, sa zone d'incertitude. Or un tracteur arrive en face, suivi d'autres véhicules. C'est un véhicule lent, mais nous allons dans des directions opposées. Notre vitesse de rapprochement est donc la somme de nos vitesses respectives. Il est trop tard pour dépasser. Je reste derrière le cycliste et je le dépasserai lorsque les conditions seront plus favorables. Réponse B. Un de mes passagers n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. C'est lui qui sera verbalisé. S'il est mineur? Oui, réponse A. Non, réponse B. S'il est majeur? Oui, réponse C. Non, réponse D. Si un de mes passagers majeurs n'a pas bouclé sa ceinture, c'est lui qui devra payer l'amende. Si le passager est mineur, c'est le conducteur qui est responsable et c'est lui qui paiera l'amende. Au-delà, un passager qui n'est pas attaché, qu'il soit mineur ou majeur, se met en danger et met en danger les autres occupants de la voiture. Alors étant le conducteur, il est de mon devoir de ne pas tolérer un occupant sans ceinture. Réponse B et C. Une voie d'accélération permet de réduire la différence de vitesse entre les véhicules. Oui, réponse A, non, réponse B. Une différence de vitesse importante peut provoquer un accident. Oui, réponse C, non, réponse D.
Il est très difficile d'estimer la vitesse d'un véhicule circulant dans le même sens. Or, les écarts de vitesse entre les usagers sont source d'accidents, et si l'écart est trop élevé, ces accidents peuvent être mortels. Le rôle d'une voie d'accélération, aussi appelée voie d'insertion, est justement de faciliter l'insertion des véhicules sur une chaussée où les usagers circulent à une vitesse relativement élevée, jusqu'à 130 km/h sur l'autoroute. C'est une voie qui fait généralement plusieurs centaines de mètres, spécialement aménagée pour les usagers qui entrent afin qu'ils aient le temps de prendre de la vitesse. Ils peuvent alors s'insérer dans une voie de circulation normale sans gêner les usagers qui circulent plus vite, à part sur le périphérique parisien. Les usagers qui utilisent une voie d'insertion doivent généralement céder le passage aux véhicules circulant dans les autres voies. Réponse A et C. Je peux m'arrêter le long du trottoir. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt, et donc le stationnement, le long du trottoir sont interdits lorsqu'une ligne jaune borde celui-ci. Ce n'est pas le cas dans cette situation. Mais une ligne continue sépare les deux sens de circulation. En m'arrêtant le long du trottoir, j'obligerai les usagers arrivant derrière moi à franchir cette ligne continue, ils seraient alors en infraction. La ligne continue à ma gauche interdit donc de s'arrêter, et donc de stationner, à cet endroit. Réponse B. Le symbole du lave-glace arrière est le symbole numéro 1, réponse A, numéro 2, réponse B, numéro 3, réponse C, numéro 4, réponse D. Pour savoir si un symbole de lave-glace, ou d'essuie-glace, concerne la vitre avant ou arrière, il faut se référer à la forme de la vitre représentée sur ce symbole. La vitre arrière présente toujours des côtés verticaux, comme c'est le cas des symboles numéro 3 et numéro 4. Alors que le pare-brise, donc la vitre avant, est toujours représenté avec des côtés obliques, en biais, comme sur symbole numéro 1 et numéro 2. Le symbole de l'essuie-glace est toujours représenté par un trait plein et le lave-glace par des pointillés. Le lave-glace arrière est donc le symbole numéro 3. Réponse C. Je ne veux pas perdre de vue mes amis qui se trouvent dans la voiture blanche. Je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le feu du passage à niveau clignote, ce qui signifie que les barrières vont s'abaisser. Cela signifie surtout qu'un train arrive. Pas question de tenter de passer, cela n'en vaut vraiment pas le coup. Mes amis s'apercevront rapidement que je ne les suis plus, ils s'arrêteront un peu plus loin pour m'attendre. Réponse B. Ma période probatoire est de 3 ans si j'ai fait une formation traditionnelle, réponse A, la conduite accompagnée, réponse B, la conduite supervisée, réponse C. Si j'ai suivi une formation traditionnelle, y compris en conduite supervisée, ma période probatoire sera de 3 ans après l'obtention du permis. Si j'ai choisi la conduite accompagnée, cette période est plus courte, 2 ans au lieu de 3. Pendant toute cette période, je devrai apposer un disque à l'arrière de ma voiture et respecter les limitations de vitesse imposées par temps de pluie à tous les autres conducteurs, même s'il fait beau. Réponse A et C. Le pot catalytique offre un meilleur niveau de dépollution. Lorsqu'il est chaud, réponse A. Lorsqu'il est froid, réponse B. Le pot catalytique permet de réduire significativement la pollution. Mais pour qu'il fonctionne convenablement, il doit être chaud. Autrement dit, le moteur doit tourner depuis plusieurs minutes,
sinon son action est incomplète, voire nulle. C'est pourquoi les petits trajets de quelques kilomètres, notamment en ville, sont particulièrement polluants. Réponse A. Dans un embouteillage, alors que je ne change pas de voie, je continue à surveiller le rétroviseur intérieur. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je continue à surveiller les rétroviseurs extérieurs. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans un embouteillage, je continue à surveiller la circulation devant moi bien sûr, afin d'anticiper les démarrages, les arrêts, les ralentissements et les changements de voies éventuels, mais aussi derrière moi. Pourquoi derrière ? Ici par exemple, pour vérifier que l'usager qui me suit n'est pas trop près, sinon je devrais allonger l'intervalle de sécurité avec le véhicule devant moi, mais aussi pour vérifier qu'un motard ne remonte pas entre les fils, ou que les secours n'arrivent pas sur la bande d'arrêt d'urgence, auquel cas je leur faciliterai le passage. Je surveille aussi sur les côtés, afin de faciliter un éventuel changement de voie si un véhicule à ma gauche voulait se rabattre. Tous les rétroviseurs doivent donc être surveillés. Réponse A et C. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux ajouter les feux de brouillard avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsqu'il pleut, j'allume les feux de croisement. Ce doit être un réflexe. Ici, la pluie est forte. Pour rendre ma voiture mieux visible, j'allume les feux de brouillard avant. Et uniquement les feux de brouillard avant. Les feux de brouillard arrière ne sont autorisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Réponse A et C. Le principal danger se trouve en 1. Réponse A. En 2. Réponse B. Dans la zone numéro 2, je peux voir des ouvriers qui travaillent. Mais ils sont assez éloignés de la chaussée, donc même si je continue à surveiller cette zone, ce n'est pas celle-ci qui pose le plus de problèmes. En revanche, dans la zone numéro 1, et en particulier juste devant la camionnette du chantier, je peux m'attendre à tout moment à voir surgir une personne, un autre ouvrier ou un piéton puisque le trottoir est encombré, ou encore un véhicule qui sort de son garage par exemple. Dans ce cas, nous risquons d'être surpris l'un et l'autre puisque nous ne nous verrons qu'au dernier moment. C'est la zone la plus dangereuse, celle qui doit principalement motiver mon ralentissement et m'inciter à placer mon pied droit au-dessus du frein. Réponse A. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il y a deux voies qui tournent à gauche. Alors suis-je bien placé pour aller dans cette direction ? Oui. Lorsque deux voies, ou plus, permettent d'aller dans la même direction, je dois rester dans la voie la plus à droite qui le permet. Sauf bien sûr si celle-ci était encombrée, ou pour effectuer un dépassement judicieux, mais ici, je ne suis dans aucun de ces deux cas. Je reste dans cette voie. Réponse A. Pour inciter mes passagers à regarder derrière avant d'ouvrir une porte, je leur demande d'ouvrir celle-ci avec le bras opposé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. En invitant mes passagers à ouvrir une portière droite avec le bras gauche, ou une portière gauche avec le bras droit, je les incite à se retourner afin de vérifier qu'ils ouvriront la portière sans risquer de surprendre un usager passant à proximité de la voiture, venant de l'arrière. Cette consigne est valable pour quitter la voiture côté rue comme côté trottoir, pour ne pas surprendre un piéton ou un cycliste y circulant. Réponse
Il me reste 40 km à parcourir avant d'arriver à destination, mais je me sens fatigué. J'accélère pour arriver plus vite. Réponse A. Je ralentis, mais je termine mon trajet. Réponse B. J'ouvre ma vitre et j'augmente le volume de la radio. Réponse C. Je m'arrête. Réponse D. Il me reste 40 km à parcourir. Même sur l'autoroute, cela correspond au moins à 20 minutes de trajet. C'est largement suffisant pour m'endormir si je me sens déjà fatigué. Pas question d'accélérer pour arriver plus vite, cela ne modifiera pas sensiblement la durée du parcours. Ouvrir une vitre ou augmenter le volume de la radio n'est pas efficace non plus au-delà de quelques minutes. La meilleure chose à faire est de m'arrêter à l'aire de repos indiqué, de descendre de la voiture et de faire quelques mouvements. Je serai revigoré, et j'arriverai plus en forme à destination. Réponse D. En cas d'incendie, je peux utiliser l'issue de secours située à ma gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le panneau de gauche indique une issue de secours. Peu importe qu'elle soit située à gauche. En cas d'incendie ou de tout autre événement grave nécessitant d'évacuer le tunnel, je me dirige vers cette issue de secours. Attention cependant aux usagers qui pourraient arriver en face avant de traverser. Notamment s'il y a de la fumée. Réponse A. Par temps clair, les feux de position éclairent à 100 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sont visibles à 150 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Éclairer, cela veut dire projeter une lumière pour mieux voir. Or, les feux de position, peu puissants, n'émettent pas suffisamment de lumière. On peut les comparer à la flamme d'une bougie. Ils sont visibles, par temps clair, à 150 mètres environ, mais n'éclairent pas à plus de quelques centimètres. Autrement dit, ils ne me permettent pas de mieux voir, d'éclairer la zone où je circule. Réponse B et C. Les accidents graves, corporels ou mortels, sont dus à la fatalité, réponse A, ont un impact économique important, réponse B, sont la cause de souffrance, réponse C. Les principaux facteurs d'accidents mortels sont la vitesse, 30% des cas, l'alcool, 30% des cas également, les refus de priorité, l'usage de stupéfiants, l'inattention. À la vue de ces facteurs, comment parler de fatalité? Rouler vite, alcoolisé ou après avoir consommé des stupéfiants tout comme ces autres facteurs ne sont pas une fatalité. Pourtant, plus de 3000 personnes décèdent chaque année sur les routes en France. Au-delà de ces chiffres, un décès n'est pas sans conséquences pour les personnes qui perdent un proche. Les souffrances psychologiques et les répercussions économiques pour les familles des victimes sont toujours dramatiques. Chaque décès est un traumatisme qui touche, au minimum, plusieurs dizaines de personnes. Réponse B et C. Je devrais suivre un stage de sensibilisation si, pendant ma période probatoire, je commets une infraction qui me fait perdre 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C, 4 points, réponse D. Au cours de ma période probatoire, si je commets une infraction sanctionnée par le retrait de 3 points ou plus, je recevrai un courrier recommandé m'imposant d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de 4 mois. Ce stage a pour but d'éviter que je me mette en danger, ou que je mette en danger les autres usagers. En effet,
si j'ai commis des infractions, c'est que je ne suis pas suffisamment conscient des risques. Ce stage est payant, mais il me permettra de récupérer 4 points, un seul fois par an, dans la limite du nombre de points perdus, et le montant de l'amende me sera remboursé. Réponse C et D. Hors agglomération, on compte environ un tiers des tués sur la route. Réponse A. La moitié des tués sur la route. Réponse B. Les 2 tiers des tués sur la route. Réponse C. Près des 2 tiers des usagers tués sur la route le sont hors agglomération, 63% en 2015. Dans 40% des cas, ces accidents surviennent seuls, sans tiers, ce sont des sorties de route. Souvent, le facteur à l'origine de l'accident est la vitesse, mais l'alcool ou l'inexpérience jouent aussi un rôle. À noter qu'une grande partie de ces accidents survient la nuit, dans 40% des cas, alors que la circulation est presque nulle. Réponse C. En ville, les trajets inférieurs à 3 km représentent 5 à 10% des trajets, réponse A, 20 à 30% des trajets, réponse B, 40 à 50% des trajets, réponse C. En ville, les voitures sont souvent utilisées pour des petits parcours qui pourraient aussi bien être faits à pied ou à vélo. En effet, 40 à 50% des trajets se font sur une distance de 3 km maximum. À pied, un trajet de 3 km se fait en 30 minutes environ. À vélo, en moins de 15 minutes. À peine plus qu'en voiture, sauf qu'à vélo, on ne perd pas de temps à chercher une place pour stationner à l'arrivée, et que c'est gratuit. Réponse C. Je mets le pied au-dessus du frein. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Dans cette rue, certainement à sens unique, je suis obligé de passer près des voitures stationnées de chaque côté. Je dois donc adapter ma vitesse et être particulièrement vigilant au risque d'ouverture de portières, de piétons qui pourraient surgir entre 2 voitures, ou aux véhicules sur le point de quitter leur stationnement. Même s'ils devraient normalement me laisser passer. À gauche, je vois un des feux rouges allumés. Il y a donc un conducteur à bord. Je dois me méfier. Je ralentis donc un peu plus, et je conserve mon pied droit au-dessus du frein. Réponse A. Je circule à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis la voiture qui dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une chaussée limitée à 110 km/h comme l'indique le panneau. Mais il reste de la neige sur la chaussée, qui se transforme en boue, mais qui reste très glissante. Pas question de circuler à 110 km/h, ni même à 100. Ma vitesse devra sans doute se situer en dessous de 50 à 60 km/h grand maximum. Devant moi, ce n'est pas un engin de déneigement ou de salage en action qui circule, leur dépassement est interdit, mais une voiture. Je suis donc autorisé à la dépasser. Mais cela me mettra en danger, d'une part parce que la voie de gauche ne semble pas aussi bien déneigée que celle de droite, mais aussi parce que les 2 actions sur le volant, pour changer de voie puis me rabattre, peuvent déséquilibrer ma voiture et provoquer un tête-à-queue. Il est donc tout à fait déconseillé de dépasser dans ces conditions. Réponse B et D. Il est préférable d'inciter à descendre ses passagers situés aux places arrière, côté rue. Réponse A. Côté trottoir. Réponse B. Je vérifie par moi-même que l'ouverture de la portière est possible. Oui. Réponse C.
non, réponse D. Pour un passager qui descend, le danger est bien sûr plus important côté rue que côté trottoir. À cause de la circulation des autres véhicules. Mais attention, descendre côté trottoir n'est pas sans danger. Notamment au moment de l'ouverture de la portière, qui pourrait bousculer un piéton ou un cycliste. En effet, les enfants sont autorisés à circuler à vélo sur les trottoirs. Disposant des rétroviseurs réglés pour le conducteur, je vérifie par moi-même que l'ouverture de la portière est possible. Réponse B et C. L'ordre de serrage définitif des écrous de la roue doit s'effectuer dans le sens des aiguilles d'une montre, réponse A, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, réponse B, en diagonale, réponse C. Le serrage définitif des écrous d'une roue s'effectue lorsque le véhicule est descendu du cric, donc roue posée au sol. Pour une plus grande efficacité, l'ordre de serrage se fait en diagonale, serrer un écrou puis l'écrou opposé, puis un autre et son opposé. Jusqu'à ce qu'ils soient tous bien serrés. Réponse C. Le poids réel du véhicule est inscrit sur le certificat d'immatriculation, oui, réponse A, non, réponse B, la plaque de tare, oui, réponse C, non, réponse D. Le poids réel d'un véhicule dépend du nombre de personnes à bord, de la quantité de carburant et du poids du chargement. Il n'est donc pas inscrit sur le certificat d'immatriculation ou sur la plaque de tare puisqu'il est variable. Il faut le mesurer sur une balance ou l'estimer. Attention, le poids réel ne doit pas dépasser le PTAC, poids total autorisé, inscrit sur le certificat d'immatriculation et éventuellement sur la plaque de tare. Pour rappel, la plaque de tare est une plaque située côté droit, à l'avant des véhicules utilitaires, où sont mentionnés le poids à vide du véhicule, son poids total autorisé avec et sans remorque, ainsi que ses dimensions et son encombrement. Réponse B et D. Je tourne à droite. Je devrais serrer à droite dans le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage immédiatement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque j'aborde un carrefour à sens giratoire, je dois céder le passage aux usagers qui circulent sur l'anneau, donc qui arrivent de ma gauche. Ici, la voiture blanche circule à l'intérieur, c'est-à-dire à gauche, près du terre-plein. Étant donné que je tourne à droite, je suis censé rester à l'extérieur de l'anneau. Je pourrais alors me dire que je peux m'engager immédiatement. Mais suis-je certain que la voiture blanche va rester près du terre-plein? Bien sûr que non. M'engager maintenant, c'est prendre le risque que survienne un accrochage avec la voiture blanche si son conducteur se rabat pour sortir. Surtout qu'il risque de ne pas me voir, je me trouverai dans son angle mort. Je cède le passage, que les usagers qui arrivent de ma gauche circulent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'anneau. Réponse A et D. Passager, je vois le conducteur prendre son téléphone. Je lui dis que je ne me sens pas en sécurité. Réponse A. Je le laisse faire pour ne pas l'énerver. Réponse B. Même en étant simple passager, qui plus est si je suis titulaire du permis de conduire, j'ai mon mot à dire si j'estime que le conducteur ne fait pas preuve de prudence. S'il prend son téléphone, ou s'il roule trop vite ou trop près des véhicules devant lui, il est de mon devoir et de mon intérêt de le lui faire remarquer. En effet, il se met en danger,
ainsi que tous les occupants de la voiture qu'il conduit, et met en danger les autres usagers. Peut-être qu'il le prendra mal sur le coup, mais il en tiendra forcément compte. Donc cela vaut le coup de l'inciter à se remettre en cause. Réponse A. Je dépasse en laissant un intervalle latéral de 1 mètre, réponse A, plus d'1 mètre, réponse B. Devant moi, il y a un cycliste attelé d'une petite remorque. Cela reste un cycliste, un usager fragile et instable. En agglomération, pour dépasser les usagers fragiles, je dois laisser un intervalle minimum d'1 mètre. Mais lorsque j'en ai la possibilité, et plus encore lorsque j'ai un doute sur la stabilité ou les intentions de l'usager, en fonction de la zone d'incertitude, je laisse davantage. Ici, je laisse plus d'1 mètre pour dépasser, et je dépasse avec un faible écart de vitesse. Réponse B. Le limiteur de vitesse évite de dépasser la vitesse programmée dans les montées, réponse A, dans les descentes, réponse B, accélère à la place du conducteur, oui, réponse C, non, réponse D. Beaucoup de voitures modernes sont équipées d'un limiteur de vitesse. Cet équipement permet de ne pas dépasser la vitesse que le conducteur a programmée, sur terrain plat ou en côte. Avec l'accélérateur, il lui est possible de faire varier la vitesse de 0 jusqu'à ce maximum. Il limite donc le risque d'être en excès de vitesse. Mais attention, si le conducteur n'a pas vu un panneau de limitation de vitesse, il risque d'être en excès. De même, en descente, le limiteur n'agit pas sur les freins. Si la voiture est entraînée par la pente, il y a là encore un risque d'excès de vitesse. Exactement comme pour le régulateur de vitesse. Sauf que le limiteur n'accélère pas à la place du conducteur. Réponse A et D. Je renonce à ce dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entame le dépassement d'une file de véhicules qui se suivent de près. Je n'aurai pas la place de me rabattre entre deux. Mais la voie dans laquelle je circule se termine, comme le signalent les panneaux bleus et les flèches de rabattement. Je n'ai donc pas le choix, je dois renoncer à ce dépassement et me rabattre dès que possible, en faisant attention à la voiture visible dans mon rétroviseur. Réponse A. En présence d'un accident de la route qui vient de se produire, j'arrête ma voiture, de préférence. Avant l'accident sur l'accotement, réponse A. Avant l'accident sur la route, réponse B. Après l'accident sur l'accotement, réponse C. Après l'accident sur la route, réponse D. Il est préférable d'arrêter sa voiture après l'accident, sur l'accotement bien sûr. L'objectif est de ne pas créer un obstacle en amont de l'accident, qui pourrait provoquer un deuxième accident. Surtout que mon véhicule pourrait être projeté sur l'accident initial en cas de choc. Pour baliser l'accident, mieux vaut utiliser un triangle de présignalisation, ou demander à des personnes, portant un gilet haute visibilité, de se placer en retrait de la chaussée, tout en restant visible, pour faire ralentir les autres véhicules. Réponse C. À poids égal et à consommation d'alcool identique, un homme et une femme ont la même alcoolémie, vrai, réponse A, faux, réponse B, élimine l'alcool aussi vite l'un que l'autre, oui, réponse C, non, réponse D.
À quantité égale d'alcool pur absorbé, donc indépendamment de la boisson et de sa concentration en alcool, le poids de la personne fait varier l'alcoolémie maximale. Plus une personne est corpulente, moins son alcoolémie sera élevée. Mais à poids égal et à consommation d'alcool identique, une femme aura une alcoolémie plus élevée, parce que le corps d'une femme contient moins d'eau, donc l'alcool se dilue moins. Le sexe joue légèrement sur la vitesse d'élimination de l'alcoolémie, une femme élimine moins vite l'alcool qu'un homme. Réponse B et D.